Leçon numéro 10 des droits et libertés fondamentaux. Dans cette leçon, nous allons voir une grande chronologie récapitulative qui regroupe à peu près tout ce qu'il faut connaître sur les libertés fondamentales. Ce sont donc les dates importantes à connaître, les textes fondateurs, les principes, les arrêts, les notions clés. Il faut en fait imaginer tout cela sous forme d'un grand tableau chronologique, construit pour vous donner une vision d'ensemble claire et logique. Vous verrez, ce n'est pas un cours détaillé, mais une synthèse rapide pour retenir, mais pas vraiment pour approfondir. Chaque texte, arrêt, notion sera vu indépendamment dans les leçons que j'ai déjà publiées, où tout est expliqué en détail. Ici, on cherche avant tout à fixer les repères essentiels. Vous verrez donc que dans certains textes, il y aura donc des répétitions de certains textes, et c'est normal. Ce sont des textes qui sont centraux, doivent être retenus par la répétition s'il faut. Enfin, l'ordre peut parfois sembler étrange avec des allers-retours dans le temps, mais vous verrez qu'il n'y a aucun désordre, puisque c'est volontaire, certaines notions vont ensemble tandis que d'autres s'étudient séparément. Le but ici est de créer une progression cohérente où chaque élément trouve sa place dans une ligne continue. Gardez bien en tête que tout ce que nous allons voir ici reste une base de mémorisation, un outil visuel, méthodique, pour comprendre l'évolution historique et juridique des libertés fondamentales. Il faudra bien sûr aller plus loin dans des explications détaillées. Tout d'abord, nous allons commencer en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit de la première génération de droits, notamment la liberté, l'égalité et la sûreté. Ce texte est fondateur des droits naturels et constitue la base du droit libéral. Ensuite, nous avons la Constitution de 1791. Il s'agit de liberté formelle, l'État est garant mais il n'est pas protecteur. Il s'agit d'une garantie théorique des droits sans contrôle juridictionnel. Ensuite, nous avons la Constitution de 1852. Les libertés publiques sont évoquées, mais peu garanties. Il s'agit de libertés publiques dans un texte impérial. Ensuite, nous avons le préambule de 1946. Il s'agit de la deuxième génération de droits, des droits sociaux. Ce texte fonde les droits, créances et des politiques sociales. Ensuite, la DUDH de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une universalité qui est proclamée avec une portée symbolique. Ce texte onusien proclame les droits humains sans force exécutoire directe. Puis, en 1949, une loi fondamentale allemande. Il s'agit de la naissance de la notion de droits fondamentaux. C'est un texte allemand avec la notion moderne des droits fondamentaux. En 1950, la CEDH, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'agit de la protection européenne des droits fondamentaux. Cette convention protège les libertés et assure un recours effectif. Puis, il y a la Constitution de 1958. Il s'agit de l'organisation juridique des libertés publiques, affirmant des libertés publiques à travers la loi et la hiérarchie des normes. En 1971, la décision du Conseil constitutionnel, liberté d'association. C'est la constitutionnalisation des droits fondamentaux. Cette jurisprudence est fondatrice du bloc de constitutionnalité. En 1989, la chute du mur de Berlin, avec des transitions démocratiques inachevées et l'échec partiel des transitions post-autoritarisme. Puis, en 2004, la Charte de l'environnement. Il s'agit de la troisième génération de droits, notamment les droits environnementaux, avec l'intégration des enjeux écologiques dans le droit constitutionnel. En 2009, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, via le traité de Lisbonne. Sa valeur juridique est contraignante. Cette charte est intégrée au traité, contraignante pour les États membres. Vers 2010 et 2011, il y a le printemps arabe.
Il s'agit d'un espoir démocratique suivi d'un retour à l'autoritarisme et d'une illustration donc d'une fragilité démocratique dans des contextes instables. Le printemps arabe, c'est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se sont produites dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Nous passons maintenant à 1215, la Magna Carta en Angleterre. Il s'agit de la limitation du pouvoir royal par la loi et du premier texte à poser des garanties juridiques contre l'arbitraire royal. En 1679, Habeas Corpus Act en Angleterre. Il s'agit du contrôle juridictionnel des détentions arbitraires, la base de la liberté individuelle et la protection contre les détentions illégales en Angleterre. En 1689, Bill of Rights en Angleterre. Il s'agit des libertés fondamentales garanties contre l'absolutisme royal. Ce texte est fondamental et il a eu une influence notamment américaine et française. En 1776, la Déclaration d'indépendance américaine. Ce sont des droits naturels, notamment l'égalité, la liberté et le droit à l'émancipation. Ce texte est fondateur des droits américains et il a une influence universelle grâce aux droits naturels. En 1787, la Constitution fédérale américaine. L'Organisation fédérale des États-Unis, le préambule, ne précise pas de droits individuels, mais il énonce seulement les grands objectifs politiques. Il s'agit de la base de l'organisation étatique américaine, mais il manque des garanties. En 1789, la DDHC, il s'agit de la liberté, l'égalité formelle, la sûreté, la propriété, la résistance à l'oppression, notamment donc des droits individuels. Il s'agit du texte fondateur des droits formels, libéraux et universels à partir de 17 articles. En 1791, la Constitution française, les libertés publiques dans un cadre constitutionnel. Il s'agit de la première constitution républicaine affirmant formellement les libertés publiques. En 1793, la DDHT de 1793, il s'agit d'une égalité substantielle, d'un droit à l'insurrection, des droits sociaux émergents. Ce texte démocratique affirme l'égalité réelle des droits sociaux et notamment un droit à l'insurrection. En 1795, la Déclaration des droits et des devoirs. Il s'agit là d'une particularité avec l'inclusion de devoirs et un rôle civique de l'individu et d'une tension donc entre reconnaissance des droits et institution des devoirs impératifs. Puis, en 1814, la Charte constitutionnelle. Cette constitution, octroyée par le monarque, prévoit donc une égalité civile, avec également la propriété. Il s'agit d'un compromis monarchique post-révolutionnaire, avec la conservation de certains droits. En 1830, une charte constitutionnelle, un contrat constitutionnel entre le roi et la nation avec un élargissement des libertés publiques. Il s'agit de la réduction du pouvoir royal avec l'affirmation de l'équilibre entre monarchie et parlement. En 1848, la constitution de la Seconde République. Le suffrage universel masculin, les droits sociaux et politiques et les droits au travail. Il s'agit d'un texte républicain, libéral et social, avec l'affirmation des libertés et droits du citoyen. Puis le préambule de 1946, affirmant des droits sociaux, syndicaux, avec l'instruction, droit à l'instruction, la nationalisation, les nationalisations et les PFR-LR qui sont reconnus par le Conseil constitutionnel. Le texte est fondateur des droits de seconde génération et il constitue le socle du droit social moderne. En 1971, la décision du Conseil constitutionnel Liberté d'association. Il s'agit de la reconnaissance constitutionnelle implicite des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et bien sûr, affirmant la force juridique du préambule. Cette jurisprudence constitutionnelle est majeure puisqu'il s'agit de l'intégration du préambule dans le bloc de constitutionnalité. Nous revenons maintenant au 26 juin 1945. Il s'agit de la Charte des Nations Unies à San Francisco. Il s'agit du fondement de la DUDH, affirmant la nécessité de respecter les droits humains et annonçant donc
la Déclaration universelle des droits humains. Le 10 décembre 1948, la DUDH. Il s'agit des droits civils, politiques, sociaux et culturels. Articles 3 à 27 concernant le droit à la vie, l'expression, donc la liberté d'expression, le droit au travail, la santé, l'éducation, la culture et les devoirs, notamment l'article 29. En 1966, ce sont les pactes internationaux, le PIDCP et le PIDESC. PIDESC. Il s'agit de la normativité des droits, donc des pactes qui sont contraignants avec des mécanismes de contrôle onusiens. Il faut préciser cependant que ces pactes n'ont pas de pouvoir de sanction. Le 4 novembre 1950, la CEDH, donc la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle consacre des droits civils et politiques et la création de la Cour européenne des droits de l'homme. Articles 2 à 12, notamment concernant le droit à la vie, l'interdiction de la torture, de l'esclavage, droit à un procès équitable, les rapports à la vie privée, liberté d'expression, mariage. En 1973, la ratification de la CEDH par la France, avec notamment des réserves françaises, avec des inquiétudes sur l'audiovisuel, la laïcité, notamment l'article 16 de la Constitution. 1998, le protocole numéro 11 de la CEDH, avec un recours individuel possible, la saisine directe de la Cour est possible par tout citoyen européen. Le 24 avril 1990, l'arrêt CEDH Crucelin contre France concernant la vie privée. Il s'agit de la condamnation pour absence de cadre clair sur des écoutes téléphoniques, notamment l'article 8 de la CEDH. 1961-1996, la Charte sociale européenne, consacrant des droits sociaux concernant la santé, le logement, la protection sociale. Les dates correspondent à l'adoption de la charte, puis à sa révision en 1996, intégrant de nouveaux droits comme la protection contre la pauvreté, l'égalité entre les hommes et les femmes ou la protection des travailleurs âgés. 2000-2009, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le traité de Nice et de Lisbonne. Les deux dates correspondent donc pas vraiment au traité de Nice, mais plutôt au Conseil européen de Nice en 2000, avec la proclamation symbolique de la Charte des droits fondamentaux, puis en 2001 avec le traité de Nice et la signature du traité institutionnel sans valeur juridique pour la Charte, donc qui n'a rien à voir avec cela. Et en 2009, c'est donc la date à laquelle la Charte des droits fondamentaux a obtenu une valeur juridique contraignante, avec notamment des droits concernant la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice. Ce texte est donc contraignant depuis Lisbonne et reprend la CEDH en allant au-delà. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. Il s'agit d'une protection intégrale des enfants avec un droit à l'éducation, protection contre le travail forcé, l'esclavage, interdiction de l'esclavage et des abus. En 1969, la Convention américaine des droits de l'homme, le pacte de San José. Il s'agit d'une approche interaméricaine, donc une approche régionale, consacrant des droits civils et politiques, avec un recours individuel possible, un système à deux organes, notamment la Commission et la Cour interaméricaine des droits humains. Il y a une efficacité contentieuse à relever. En 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette approche est panafricaine. Il s'agit d'une approche régionale avec une association de droits et de devoirs, une spécificité culturelle et communautaire, avec notamment une vision de la solidarité et une vision holistique des droits, avec une commission africaine. Puis, nous allons parler encore et toujours de la DDHC de 1789, le texte fondateur
avec des libertés individuelles, égalité, propriété, résistance à l'oppression. En 1946, le préambule de la Constitution, avec l'ajout de droits sociaux et économiques, le droit au travail, à l'éducation, à la santé, l'égalité homme-femme. En 1958, la Constitution de la Ve République, le renvoi au texte précédent, avec notamment la création d'un bloc de constitutionnalité, la DDHC, le préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Entre 2004 et 2005, avec l'adoption puis la valeur constitutionnelle, la Charte de l'environnement, avec l'ajout de l'environnement, le droit à l'environnement sain, le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur. En 1971, la décision du Conseil constitutionnel que vous connaissez par cœur, liberté d'association. Il s'agit de la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association, qui est donc un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En 1976, une décision du Conseil constitutionnel, prévention, accident du travail. Il s'agit de la consécration des droits de la défense comme PFRLR. En 1977, la décision du Conseil constitutionnel liberté de conscience consacrant la liberté de l'enseignement et le pluralisme éducatif comme un PFRLR. En 1980, une décision du Conseil constitutionnel validation d'actes administratifs consacrant l'indépendance de la juridiction administrative en tant que PFRLR. En 1987, la décision du Conseil constitutionnel Conseil de la concurrence consacrant la compétence propre du juge administratif comme un PFRLR. En 1995, le Conseil constitutionnel indépendance des maîtres de conférences. Il s'agit de l'autonomie des enseignants-chercheurs en tant que PFRLR. Puis, toujours le Conseil constitutionnel, en 2002 sur la justice des mineurs, consacrant la justice pénale spécifique pour les mineurs en tant que PFRLR. Maintenant, il s'agit toujours du Conseil constitutionnel, mais cette fois-ci nous sommes en 2018, le principe de fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, PVC, avec une assistance désintéressée aux migrants, qui a été considéré comme un principe de fraternité. En 1984, toujours le Conseil constitutionnel, communication audiovisuelle. Cette fois-ci, il s'agit d'un objectif à valeur constitutionnelle consacrant le pluralisme et donc l'ordre public et la liberté d'autrui. En 1991, un objectif à valeur constitutionnelle sur l'intelligibilité de la loi et sa clarté. En 1995, un objectif à valeur constitutionnelle sur un logement, donc notamment le droit à un logement digne et décent. En 2013, un objectif à valeur constitutionnelle sur l'efficacité de la justice, la bonne administration de la justice. Passons maintenant sur les lois. La loi sur la presse de 1881, consacrant la liberté de publication en tant que liberté d'expression. En 1884, la loi sur les syndicats, reconnaissant le droit syndical en tant que liberté syndicale. En 1901, la loi sur les associations, formant le cadre juridique des associations et donc intégrée dans la liberté d'association. En 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État. Il s'agit de la neutralité de l'État en matière religieuse, consacrant le principe de laïcité. En 1958, l'article 34, contribuant donc la compétence attribuée au législateur et donc le domaine de la loi. Toujours en 1958, il y a l'article 37 avec le domaine réglementaire, donc la compétence du pouvoir exécutif. L'article 49, alinéa 3, sur l'adoption sans vote, donc sauf mention de censure. Donc vous le connaissez, donc le 49.3, avec l'engagement de responsabilité notamment. L'article 38 sur l'habilitation du gouvernement pour légiférer temporairement par des ordonnances. Puis, maintenant, les arrêts. Donc, il y a en 1918, Conseil d'État EIRES, sur la théorie des circonstances exceptionnelles permettant une extension des pouvoirs réglementaires en cas de crise.
1945, Conseil d'État, Aramu. Les droits de la défense, égalité, vie familiale sont un PGD, principes généraux du droit. 1978, Conseil d'État, Gisti. Respect de la vie familiale des étrangers en tant que PGD. 2013, Tribunal des conflits, Berguen. La restriction de la notion à la seule atteinte grave à la liberté individuelle ou au droit de propriété, il s'agit de la voie de fait. Enfin, nous repassons donc en 1948 avec la DEDH, notamment l'article 3, tout individu a droit à la vie, fondement moral universel non contraignant. En 1950, la CEDH, article 2, protection du droit à la vie, ce sont des obligations positives avec un droit indérogeable, avec des exceptions très limitées comme la légitime défense en cas d'évasion, etc. 1966, le PIDCP, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6, droit inhérent à la personne humaine. Portée universelle avec une interdiction des exécutions arbitraires. 1983, la CEDH, le protocole numéro 6, l'abolition de la peine de mort en période de paix. 1998, le protocole numéro 13 de la CEDH avec l'abolition totale et absolue de la peine de mort, même en temps de guerre. 1975, la décision du Conseil constitutionnel IVG relative à la loi Veil, consacrant la liberté de la femme, avec un contrôle du législateur, un équilibre entre le droit à la vie et la liberté individuelle. La demande d'annulation de la loi est rejetée. En 1975, la loi Veil du 17 janvier dépénalise l'IVG avec une logique d'autonomie de la femme. Les délais initiaux sont portés à 10 semaines, consacrant l'IVG. Le 27 juillet 1994, décision du Conseil constitutionnel, bioéthique, avec notamment le respect de l'embryon, le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, donc sans pour autant accorder la personnalité juridique de l'embryon. 2003, CEDH, Audièvre contre France. Il s'agit de l'équilibre entre le droit aux origines et à la vie privée de la mère, avec un enfant né sous X. En 2004, CEDH, Cherrier contre France, confirmant la décision Audièvre contre France, avec le régime français de l'accouchement sous X, qui est donc accepté. 2005, la loi Leonetti, avec le refus de l'acharnement thérapeutique, donc de l'obstination déraisonnable, avec des directives anticipées qui sont possibles. En 2007, la CEDH, avec une jurisprudence relative à l'IVG, la CEDH ne garantit pas un droit à l'IVG, mais laisse une marge nationale d'appréciation. En 2011, la loi du 5 juillet concernant des soins psy sans consentement, avec un contrôle du juge des libertés de la détention systématique. En 2015, un arrêt de la Cour de cassation concernant la GPA à l'étranger, avec une transcription partielle autorisée pour l'intérêt de l'enfant. En 2015, l'arrêt CEDH Lambert et autres contre France concernant la fin de vie, avec l'arrêt de l'alimentation qui est compatible avec l'article 2 de la CEDH. En 2019, des arrêts du Conseil d'État et de la Cour de cassation confirment la fin de vie, donc qui concernait l'arrêt Lambert. En 2021, la loi bioéthique concernant la PMA qui est ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes, avec une reconnaissance conjointe. En 2022, la loi du 2 mars concernant l'allongement du délai de l'IVG. L'IVG est donc possible jusqu'à 14 semaines de grossesse. Puis, 2024, au sein de la Constitution, le 8 mars a été ajouté au sein de l'article 34 la constitutionnalisation de l'IVG. Je cite, « La liberté garantie pour la femme d'avoir recours à l'IVG ». Puis, nous avons, en 2025, un projet de loi sur la fin de vie
qui a été adopté en première lecture concernant l'aide à mourir sous conditions strictes, notamment la souffrance, la maladie incurable et inaptitude. Concernant le mariage et la famille, l'article 16 de la DUDH et l'article 12 de la CEDH consacrant le droit de fonder une famille et donc le fondement implicite du droit de donner la vie. Concernant l'accouchement sous X, ce sont donc les arrêts Audièvre de 2003 et Cherrier de 2004 de la CEDH, avec un accès encadré aux origines de l'enfant notamment, avec un équilibre entre les droits de la mère et de l'enfant. Concernant maintenant la PMA, il y a les lois de 1994, 2004, 2011, 2021. Il s'agit donc de la PMA pour les femmes seules ou couples de femmes avec un acte notarié obligatoire et le refus d'un projet conjugal post-mortem. Donc c'est donc la FIV et des restrictions liées à l'insémination notamment. Concernant maintenant la GPA, ce sont 3 arrêts donc du Conseil d'État de 1988, cassation de 1989 et 2015, avec la GPA interdite, seulement une transcription partielle pour la dignité, et il faut consacrer aussi ici la non-marchandisation du corps humain, ou plutôt le rappel de la non-marchandisation du corps humain. Une décision des États-Unis de 1927, Buck contre Bell, concernant la stérilisation forcée avec des politiques eugénistes passées qui sont maintenant condamnées aujourd'hui. Concernant la politique démographique en Chine entre 1979 et 2020, c'était donc la politique de l'enfant unique, avec ensuite un assouplissement concernant la démographie et donc le rapport avec les droits individuels. Maintenant, concernant la contraception, la révolution de 1970, avec la consécration du choix individuel, de l'autonomie reproductive. Concernant les interdictions de torture et des traitements inhumains ou dégradants, donc, il y a l'article 3 de la CEDH, l'article 5 de la DUDH et l'article 7 du PIDCP. Il s'agit d'une interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains, et ce droit est indérogeable. Il s'agit des principes de jus cogens, donc une notion de droit international public qui désigne un ensemble de normes impératives reconnues comme supérieures à toutes les autres règles du droit international. Ensuite, il y a la définition de la torture par la Convention de l'ONU de 1948. Ce sont donc des douleurs intentionnelles graves avec un critère d'intention qui est nécessaire. Ensuite, nous allons voir donc la torture et notamment aussi les traitements inhumains. Il y a donc des décisions. Irlande contre Royaume-Uni de 1978, Tomasi contre France de 1992 et Bouilly de 2015. Donc ici, il s'agissait de différencier, donc de faire la distinction entre torture d'un côté et traitement inhumain de l'autre. Ici, ça concernait notamment des traitements en garde à vue. Et ici, donc, la violence est totalement interdite. Il s'agit d'une violation donc, des textes en vigueur. Concernant l'expérimentation humaine, le Conseil d'État, Milo, 1991 et 1993, et les lois bioéthiques. Ici, on dit que le corps humain est inviolable et on va déterminer des critères de consentement et de dignité. Concernant les vaccinations maintenant, donc il y a donc la politique de santé publique, donc avec un rapport entre l'intérêt collectif et la liberté individuelle. On peut voir notamment lors du Covid, de la Covid-19, avec des risques résiduels liés à la vaccination, mais comme on a considéré donc qu'il y avait un rapport bénéfice-risque qui était dans l'intérêt du public. Concernant l'hospitalisation forcée, donc sans consentement, la loi de 2011 avec un contrôle du JLD obligatoire concernant donc la sûreté publique et la santé mentale. Concernant maintenant des codes antiques, notamment le code d'Urnamu et d'Hammurabi. C'était donc la peine de mort, autrefois, qui était autorisée, avec une valeur inégale de la vie et hiérarchisée, selon que l'on était
esclave ou on était un homme libre. L'abolition de la peine de mort en France par la loi Badinter de 1981 est un principe fondamental, consacré par la Constitution en son article 66-1, et donc l'interdiction absolue de la peine de mort qui a valeur constitutionnelle. Concernant maintenant l'euthanasie passive, la loi Leonetti de 2005, avec la fin de l'obstination déraisonnable et des directives anticipées possibles de son vivant pour exprimer sa volonté. Concernant la fin de vie assistée, il y a l'arrêt Bonne Maison de 2015, Lambert de 2014 et le Conseil d'État, donc Lambert c'était Conseil d'État, et il y a aussi Lambert CEDH de 2015. Il s'agissait donc de la sédation et de l'euthanasie notamment aussi, et il y avait donc des notions de consentement et de dignité. Concernant le projet de loi sur l'aide à mourir de 2025, il s'agit notamment de l'auto-administration d'un produit létal avec des critères légaux stricts. Nous revenons maintenant à l'Antiquité avec l'esclavage ancien, donc ce sont des sources historiques ici dont nous allons parler, avec un statut d'esclave admis, des variations de conditions, des affranchissements possibles, l'absence de personnalité juridique pour les esclaves. Ensuite, il y a l'Empire romain, avec un esclavage de guerre. Ici, il y avait plutôt des prisonniers qui étaient parfois conservés et vendus comme esclaves, au lieu d'être tués. Entre 650 et 1920, la traite arabo-musulmane. Il s'agit de capture de personnes en Méditerranée, avec une réduction de ces personnes en servitude. Entre 800 et 1800, la traite intra-africaine. Ce sont des captures intertribales, notamment au niveau des flux nord-sud en Afrique. Entre 1441 et 1848, la traite occidentale transatlantique, qui a d'ailleurs été reconnue ultérieurement comme un crime contre l'humanité en droit français. Il s'agit du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, avec des déportations massives, des conditions de traversée inhumaines et une mortalité élevée. Entre 1550 et 1551, la controverse de Valladolid. Il s'agit d'un débat théologico-juridique entre Las Casas, qui défend la dignité et l'humanité des autochtones, et Sepulveda, qui justifie leur asservissement. En 1685, l'encadrement de l'esclavage colonial, avec le Code noir, donc une ordonnance. Le cadre juridique de l'esclavage aux colonies, notamment, avec des châtiments extrêmes, le marquage au fer, la reconnaissance religieuse minimale de l'humanité. Le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage, un décret qui est révolutionnaire, avec la première abolition en France et dans les colonies, qui fut de courte durée. Ensuite, en 1802, le rétablissement de l'esclavage, donc un acte napoléonien, donc le rétablissement sous l'influence d'intérêts coloniaux et économiques. Le 27 avril 1848, l'abolition définitive de l'esclavage en France, un décret qui est signé par Victor Schœlcher, l'abolition générale dans les colonies françaises, mais il faut quand même préciser qu'il y avait encore le régime de l'indigénat, qui est quasiment similaire à l'esclavage, qui était maintenu. Le 13 avril 1946, la fin des maisons closes, la loi dite Marthe-Richard, avec la suppression des maisons de tolérance, un fichier sanitaire et social obligatoire et une sortie du système réglementariste. Le 10 décembre 1948, l'interdiction universelle de l'esclavage. En l'article 4 de la DUDH, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Il s'agit d'une prohibition générale. En 1950, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé en Europe, l'article 4 de la CEDH, prohibition de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé. En 1949, la lutte contre la prostitution forcée, notamment la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, avec la répression de l'exploitation de la prostitution d'autrui, protection renforcée notamment des mineurs.
Dans les années 1990, on remarque des réseaux internationaux de prostitution. Il s'agit bien sûr d'un constat pratique et juridictionnel, avec un maintien et donc l'extension des réseaux transnationaux d'Europe de l'Est et d'Afrique. Parlons maintenant du 5 septembre 1990, concernant la liberté sexuelle dans le mariage. Il s'agit d'un arrêt pénal de la Cour de cassation avec la reconnaissance du viol conjugal. Le consentement est exigé, même au sein du mariage. Le 16 décembre 1977, la liberté sexuelle donc, et la vie privée, avec une décision de la CEDH, la sexualité participe à l'accomplissement de la personnalité. On rattache donc la sexualité à la vie privée. En 1981, la dépénalisation de l'homosexualité, avec une dimension de la vie privée dans un arrêt CEDH du Géon contre le Royaume-Uni. Criminalisation la criminalisation des relations homosexuelles est contraire à l'article 8 de la CEDH, donc la vie privée. Le 21 mai 2001, la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et donc la commémoration de ce crime. La loi dite Taubira, donc, avec une journée nationale de commémoration, une portée juridique, historique et morale en France. En 2000, la lutte globale contre la traite, il s'agit du protocole de Palerme, donc un traité, avec le cadre international contre la traite des personnes et l'assimilation des formes modernes d'esclavage. Le 29 juillet 1994, une loi de bioéthique concernant le respect du corps humain, notamment au niveau des dons de sang, dons d'organes, dons de gamètes, etc. Appliquant donc des principes de dignité, de gratuité, consentement, interdiction de la publication commerciale, donc l'indisponibilité du corps humain. Le 6 août 2004, une loi de bioéthique, donc une révision bioéthique avec l'extension du cercle des donneurs vivants, le contrôle du président du tribunal judiciaire pour le consentement. Ensuite, le 26 janvier 2016, encore une loi relative à des ajustements bioéthiques avec l'actualisation du cadre des prélèvements et des greffes. Le 1er janvier 2017, le Code de la santé publique avec une entrée en vigueur d'une réforme concernant le consentement présumé au don d'organes. Le prélèvement post-mortem est possible, sauf opposition exprimée de son vivant. Il y a donc un registre national des refus. L'écrit doit être confié ou par un témoignage familial. Le 2 août 2021, une loi concernant le don du sang sans discrimination. Il s'agit de la fin des exclusions visant les hommes homosexuels et donc d'une égalité d'accès au don du sang. Le 2021, par une loi de bioéthique, les dons croisés d'organes, les échanges croisés pour pallier les incompatibilités entre proches. 2014, l'esclavage sexuel par Daesh en Irak. Les faits ont été établis par des organisations internationales. Il s'agit de capture et de vente de femmes et donc de la reconnaissance de crimes contre l'humanité. En 2007, l'abolition en Mauritanie, donc l'incrimination de l'esclavage, qui était donc encore pratiquée par une loi nationale. En 2015, le renforcement en Mauritanie, l'esclavage est donc érigé en crime contre l'humanité avec des sanctions aggravées par une loi nationale. Dans les années 2010, l'esclavage de migrants en transit par des rapports de l'ONU et des ONG. Il s'agit donc de captures qui ont été rapportées, de ventes, d'exploitation, notamment en Libye, avec des formes contemporaines d'esclavage qui ont été reconnues. En 2016, on refuse le sexe neutre par la Cour d'appel, une décision de la Cour d'appel d'Orléans. On parle donc de binarité juridique qui est donc confirmée, homme ou femme, mais pas de sexe neutre dans l'état civil. Ensuite, nous passons maintenant en 2017. Donc le sexe neutre est encore une fois refusé, cette fois-ci par la Cour de cassation en dernière instance. Le 18 novembre 2016,
changement d'état civil sans opération, par une loi. La fin de l'exigence chirurgicale, donc la preuve est par la vie sociale et des éléments objectifs, et plus par l'exigence d'une opération chirurgicale. Donc ça, c'est pour changer de sexe au niveau de l'état civil, notamment. 2020, le respect de l'identité de genre à l'école, le respect du prénom choisi, de la liberté vestimentaire, l'accès adapté aux espaces, par une décision du défenseur des droits. En 2021, par une circulaire de l'Éducation nationale, on a la prise en compte de l'identité de genre dans les établissements publics et privés, avec notamment l'usage du prénom choisi, des aménagements d'espace, des précisions pratiques comme l'accompagnement. En 2022, il y a la validation de la circulaire par le Conseil d'État, donc la circulaire que nous venons de préciser, avec une légalité d'ensemble qui est annoncée par le Conseil d'État, et puisqu'on distingue finalement la vie interne de l'établissement et les documents officiels. Donc ici, il n'y a pas de possibilité pour des mineurs, par exemple, de changer de sexe dans les documents officiels, mais par contre, c'est possible, ici en tout cas dans la décision, dans la vie interne de l'établissement. Puis, la Cour d'appel de Chambéry reconnaît donc une reconnaissance possible au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect de la vie privée, du changement d'état civil d'un mineur non émancipé. Donc c'est la suite de la décision Conseil d'État. Puis nous revenons donc à la DDHC 1789. Il s'agit de la genèse des droits fondamentaux avec aucune mention explicite de la vie privée, construction par des textes internationaux et des jurisprudences. Donc là, on se concentre sur le domaine de la vie privée. 1795, constitution de l'an 3, avec l'inviolabilité du domicile. On a une affirmation révolutionnaire qui est forte, avec notamment la maison considérée comme un asile et des intrusions qui sont strictement encadrées. En 1799, la constitution de l'an 8, avec l'inviolabilité du domicile, donc c'est une confirmation. La pénétration dans le domicile est possible de jour selon la loi et interdite de nuit. En 1948, l'article 12 de la DUDH proclame donc la vie privée, une protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance, l'honneur et la réputation. En 1950, l'article 8, paragraphe 1 de la CEDH consacrant la vie privée, la vie familiale, domicile, correspondance. Il s'agit d'un droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. L'article 8, paragraphe 2 de la CEDH, avec des limites à l'ingérence. Donc l'ingérence est possible si elle est prévue par la loi, nécessaire et proportionnée à un but légitime. En 1959, un arrêt de la Cour de cassation en chambre criminelle, consacrant donc le secret de la correspondance. Il s'agissait de la photocopie d'une lettre ou d'une carte postale qui constitue une violation du secret de la correspondance. 1961, la Convention de Vienne concernant l'inviolabilité des locaux diplomatiques. 1963, Cour de cassation, chambre criminelle, avec la définition du domicile, tout lieu où l'on peut se dire chez soi, qu'on l'occupe ou non, indépendamment du titre et de l'affectation. 1974, le décès du président Pompidou, avec une opacité de la santé du chef de l'État, l'instauration ultérieure d'un bulletin annuel d'information, concernant donc ici le secret médical des dirigeants. En 1979, une décision du TGI de Paris concernant un bateau habité qui a pu constituer un domicile. En 1978, une loi dite Informatique et Liberté consacrant donc la création de la CNIL, des principes de finalité, proportionnalité, droit des personnes, notamment concernant les données personnelles. En 1983, le Conseil constitutionnel, avec une décision concernant le juge judiciaire et des libertés, protection de la liberté individuelle, incluant l'inviolabilité du domicile, sous contrôle de l'autorité judiciaire, à l'article 66 notamment. En 1983, l'affaire des écoutes de l'Élysée,
en matière de télécommunication avec des pratiques d'écoute politique en l'absence d'encadrement légal suffisant. Il n'y avait pas d'encadrement suffisant au niveau de la loi. Il y avait donc des pratiques d'écoute politique, puisqu'il y avait l'absence de ce cadre légal. En 1990, un décret origine éthique qui est retiré par le gouvernement. Alors ce décret sur les origines ethniques, c'est un décret du 17 juillet 1990 qui est souvent appelé décret relatif au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche sur les origines ethniques. Il s'agissait donc de données sensibles et donc il y a eu un retrait immédiat de ce texte dans certains fichiers avec donc une incompatibilité avec l'égalité républicaine notamment. Puisqu'on le rappelle, la République ne reconnaît pas de distinction fondée sur la race ou l'origine, conformément à l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, assurant donc l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et de religion. Ce décret a donc été enlevé. Aujourd'hui, les données révélant l'origine raciale ou ethnique d'une personne font partie des catégories particulières de données, notamment au sein du RGPD. Leur traitement est donc interdit avec des exceptions très strictes, donc notamment le consentement explicite de la personne, un intérêt public important, la recherche scientifique encadrée, la lutte contre la discrimination, etc. À la suite de cela, il y a donc en 1990 l'arrêt Crustlin et Uvig contre France de la CEDH. Donc c'est un arrêt dont nous avons déjà parlé, très important, concernant la condamnation de la France pour absence de base claire des écoutes, et donc une violation de l'article 8 de la CEDH, concernant donc les télécommunications. Il y a également la loi Interception de 1991, avec un encadrement légal des interceptions, deux régimes judiciaires, donc deux régimes judiciaires d'abord, et administratifs de sécurité. Donc le régime judiciaire, avec donc le juge d'instruction, le régime administratif de sécurité, donc là au niveau plutôt du Premier ministre, avec des durées limitées et une traçabilité. Ici, il s'agissait d'encadrer les interceptions de communication, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, décidées par les autorités publiques. Avant cette loi, les interceptions étaient pratiquées de manière floue, sans véritable base légale, c'est ce que nous avons vu juste avant avec l'affaire de l'Élysée, les écoutes de l'Élysée. Ensuite, il y a donc en 1992 l'arrêt Niemiec contre Allemagne de la CEDH. Il s'agissait d'un domicile professionnel. Le cabinet d'un avocat relève de la vie privée et du domicile au sens de l'article 8. Ensuite, il y a l'affaire VA et OM. Donc là, c'était donc des équipes de football notamment. En 1993, concernant les données et la preuve aussi, l'usage de données bancaires pour établir des faits, ici, c'était l'illustration des enjeux probatoires et de proportionnalité. En 1994, concernant les données sensibles, il y a une loi sur les données de santé, avec des traitements à des fins de recherche qui sont autorisés sous conditions renforcées et le contrôle de la CNIL. En 1996, un arrêt sur le secret médical, un arrêt donc de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Édition Plan contre Mitterrand. Il s'agissait des écoutes téléphoniques illégales qui avaient été pratiquées depuis l'Élysée sur des journalistes, avocats, personnalités politiques et proches du président entre 1983 et 1986. Donc ici, il y avait donc une interdiction de diffusion d'un livre aussi qui s'appelle donc Le Grand Secret. Donc c'est une autre affaire parallèle à celle des interceptions et les écoutes à l'Élysée. Ici, il s'agit de la diffusion d'un livre qui concernait le secret, notamment du président, ici dans ce livre, donc Le Grand Secret. On a considéré qu'il y avait la primauté du secret médical à court terme pour protéger la vie privée et la dignité du président, tout juste décédé. Donc la Cour d'appel de Paris a interdit la diffusion du livre en considérant qu'il constituait une atteinte au secret médical, qui est protégé donc par le code de déontologie médicale notamment et le code pénal. Il y a eu pas mal d'affaires donc autour de ce président. Ensuite, en 2004, la loi
qui concernait donc une loi qui concernait la procédure pénale, avec des dispositifs criminalité organisée. Des perquisitions donc de nuit sont possibles dans certains lieux, sans porter atteinte à la vie privée, avec des gardes à vue possibles jusqu'à 96 heures en cas de gravité. En 2004, la suite donc de l'arrêt, que nous avons vu juste avant. Ici, il s'agit de la CEDH, édition Plomb contre France, concernant, la liberté d'expression et le secret médical. Ici, la France a été condamnée pour interdiction prolongée du livre «Le secret médical n'est pas absolu face à l'intérêt public». En 1995, une loi sur la vidéoprotection, concernant donc la vidéosurveillance, avec une première base légale de vidéoprotection sur la voie publique, à des fins de sécurité. Il faut, par contre une autorisation préfectorale et une information du public. En 2011, la loi du 14 mars 2011 sur le contrôle externe et la création d'une commission indépendante de contrôle de la vidéoprotection. En 2015, une loi sur les renseignements avec la création de la CNCTR, un encadrement des techniques intrusives avec l'accès aux données et les dispositifs en lieu privé sous garantie. En 2015, des lois de sécurité concernant les télécommunications avec un renforcement post-2015 des techniques de surveillance et de conservation des données. 2016, la loi du 3 juin 2016 sur la criminalité organisée avec une adaptation aux nouvelles technologies et une extension des prérogatives d'enquête. En 2017, donc la loi du 30 octobre 2017, la loi du 30 octobre 2017 concernant la pérennisation partielle des mesures issues de l'état d'urgence en matière de sécurité intérieure. En 2018, donc le RGPD par une loi du 3 avril avec l'entrée en application du RGPD et une mise à jour du cadre national dont concernant la vidéoprotection, notamment les données personnelles et les vidéos. En 2022, la loi du 24 janvier 2022 sur la vidéosurveillance, notamment les drones, avec une extension et un encadrement des dispositifs, y compris aériens, dans le respect des garanties. Et enfin, et ce sera la fin, après cela, un arrêt donc du Conseil constitutionnel du 16 novembre 2023 sur les captations à distance, avec une validation sous garantie de l'activation à distance d'appareils pour capter le son et les images, et une limitation temporelle des dispositifs, notamment ceux qui étaient liés aux Jeux olympiques. C'était la leçon numéro 10, avec un rappel vraiment rapide sur chaque notion, de manière chronologique. Vous le voyez, c'est très simpliste. Il faut vraiment, à tout prix, regarder vraiment de manière approfondie chaque notion, chaque texte, chaque arrêt, puisqu'il s'agit là simplement de rappeler chaque date, rappeler chaque loi, chaque article, chaque texte important à connaître. Il s'agit maintenant de connaître tous ces arrêts, tous ces articles, tous ces textes, de les comprendre et de les réviser. Je vous remercie, c'était la leçon numéro 10 des droits, libertés fondamentaux.